Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas qu'il faut faire plus d'argent. La rencontre, Gosselin-Dumont. Salut, Francis. Salut, Mario. Alors, des résultats, quoi, que tu qualifies de corrects pour Hydro-Québec? Ben, tu sais, il faut toujours remettre les choses en perspective. Je veux dire, l'année dernière, on avait une année record. Tu sais, fait que c'est certain qu'on peut pas passer toujours de record en record. Donc, c'est une année correcte, comme je l'ai dit. C'était une année record aussi parce que les prix de l'énergie étaient à des sommets. Puis là, le prix du Exactement. pétrole finit par influencer le prix d'un produit de remplacement comme l'électricité. Tout ça. Effectivement. Donc, puis en plus, bon, on peut les accuser, casser du sucre sur le dos d'Hydro, etc. Mais ça reste que, veut pas, Hydro fait avec ce qu'on, tu sais, les cartes qui lui sont données en tout moment. Et tu te rappelleras, là, au printemps dernier, bon, il y avait très peu de neige. Donc, tu sais, les crues ont été plus faibles que d'habitude. Il y a eu une longue période où il y avait pratiquement pas de pluie. Puis, veut pas, le Québec, ce qu'on exporte ou ce qu'on produit, en tout cas, ça dépend de l'hydrologie de l'eau. Donc, on avait peu ou pas suffisamment d'énergie à exporter. Ceci dit, ils n'ont pas perdu d'argent. Là. Ben non, ils n'ont pas fait des profits records. Comme je dis, c'est ça, ils n'ont pas fait des profits records, mais c'est quand même un bénéfice là, qui va se chiffrer sûrement là, d'ici la fin de l'année autour de 4 milliards de dollars, Mario. Là, donc, c'est quand même très, très raisonnable pour notre société d'État qui continue, donc, comme on le sait, de bien performer. Et puis là, on peut s'imaginer là, qu'à mesure que le plan de M. Sabia se met en œuvre, là, puis ça va prendre une décennie, mais essentiellement, on va être capable de produire davantage. Ouais. Et des nouveaux revenus, mais des nouvelles dépenses aussi, là, comme tout le programme d'entretien, oui, ne serait-ce que pour la fiabilité du réseau, c'est des dizaines de millions. Tout à fait. Puis là, il y a deux choses là-dedans, Mario. Il y a l'entretien pour les Québécois, qui est essentiellement un enjeu politique, là, en toi puis moi, quand ils perdent 12 heures de vente d'électricité à toi puis moi, ça se traduit pas par des grosses pertes. Non, mais là, des pannes. On est de plus en plus dépendant de l'électricité. Les gens sont... Mais il y a un volet là-dessus qui est carrément, quand il y a des pannes, notamment à l'exportation, là, je crois comprendre que dans les contrats qui sont signés, il y a carrément des pénalités. Si t'es pas capable de livrer au moment que tu as dit à cause, par exemple, d'une panne, ben là, ça affecte très négativement le résultat. Donc, il y a aussi une notion de faisabilité. Donc, ces dépenses-là, oui, ce sont de nouvelles dépenses, Mario, qui vont s'ajouter dans les prochaines années, mais je pense qu'ils vont permettre de garantir, en fait, ces ventes-là. Et donc, il va y avoir comme un genre de retour sur investissement qui va se faire sur les investissements, autant en fiabilité, autant en nouvelle production. Ça va être aussi intéressant, Mario, qu'à mesure qu'on déploie de l'énergie comme de l'éolien, du solaire, etc., ben, on va être capable de fournir de l'énergie, c'est-à-dire le nombre d'électrons là, dans l'année. Ça ne réglera pas notre problème de puissance parce que souvent, quand on demande beaucoup d'énergie à un moment T, là, souvent... La fameuse période de pointe ben ça, ils vendent ou ils vendent pas, il fait soleil ou il fait pas soleil. Malheureusement, ces énergies-là intermittentes, c'est pas fiable, mais ça permet justement de garder les bassins des barrages un peu plus élevés et donc d'utiliser davantage de cette énergie-là quand il y a les périodes de pointe. Donc, encore une fois, ça va être intéressant à observer, mais je trouve que les résultats, comme je l'ai dit, sont corrects. Je voulais juste mettre un peu, c'est ça, là, de contexte, parce que l'année dernière était une année exceptionnelle, donc je pense pas qu'il faut s'attendre à ce que Hydro passe de record en record là, perpétuellement. Ils sont dans un marché qui est mondial, celui de l'énergie, puis comme tu dis, c'est un produit parfois de remplacement par rapport à d'autres énergies, le gaz, le pétrole, le charbon. Donc, c'est sûr que dans le temps, quand ces autres produits de remplacement-là sont très élevés, on a tendance à acheter plus d'électricité. Francis, les gens il y en a plusieurs experts de l'intelligence artificielle qui se sont exprimés, inquiétés, je devrais même dire publiquement, autour du fait que là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment personne qui coordonne ça, qui voit une certaine éthique de où ça pourrait aller, et que c'est essentiellement soumis à des grandes entités commerciales. Et là, il y a eu, ma foi... on dirait dans une machine à boules, une boule qui est allée rebondir à gauche, à droite. Non, mais un des génies... un des génies de l'intelligence artificielle qui a changé d'employeur, 3 fois dans même 24 heures, je sais plus trop. Là. Génie, oui, mais surtout, c'est le visage d'OpenAI, M. Altman. Puis, c'est un visage charismatique. Tu sais, il y a certains de ces leaders-là. Bon, tu sais, M. Musk, par exemple, ces temps-ci, là, il fait un peu le beau et le mauvais temps. Ouais, tu sais, il a endossé
des tweets antisémites. Peu importe, là, comme je te dis, mais M. Altman, c'est vraiment perçu comme une force charismatique. On a tendance à aimer ce personnage-là. Évidemment, OpenAI a cette particularité-là qu'initialement, ça a été créé comme une OBNL, hein, comme un non-profit aux États-Unis, avec cette volonté-là de développer un outil, notamment ChatGPT, là, qu'on connaît beaucoup aujourd'hui dans les maisons, un peu pour le plaisir, entre guillemets, ou pour les fins de la cause, pour développer l'intelligence artificielle, sans nécessairement une arrière-pensée commerciale derrière ça. Depuis, évidemment, le monde a beaucoup changé. Microsoft s'est emparé là, d'une partie de ça par de l'investissement. Ils ont créé une filiale à but lucratif, etc. C'est très compliqué, puis je pense que c'est essentiellement cette tension-là, Mario, entre des gens qui sont des quasi-scientifiques, qui développent du code un peu pour le plaisir. J'utilise le mot plaisir, là, mais pour l'utilité collective. Puis voir qu'est-ce que ça va donner, puis wow. Et de l'autre côté, des gens qui veulent passer à la machine à sous, là, puis la machine à boules, si tu veux, puis faire de l'argent, puis du gros argent, parce qu'on le sait, évidemment, Microsoft, Google, Apple, Amazon, tous ces joueurs-là sont en train de mettre des dizaines de milliards de dollars vers l'intelligence artificielle. Et donc, vendredi, pendant que je faisais ma chronique avec toi, là, ça s'est joué à peu de choses près, il y a le conseil d'administration de OpenAI qui a décidé, sans autre forme de procès ou de préavis, de démettre Sam Altman, donc le président, le PDG, de ses fonctions effectives immédiatement. Et donc, ça a pris un peu le monde de l'intelligence artificielle et même le monde de la technologie, je te dirais, de surprise. Entre-temps, ils ont nommé le chef de la technologie à sa place, M. Murati. Mais là, pendant le week-end, il y a eu des rumeurs que M. Altman pourrait reprendre son poste. Là, on ne savait pas trop pourquoi ni comment ça se jouait. Et là, entre-temps, ce matin, Microsoft a offert, puis je pense qu'il a accepté, une job comme chef du laboratoire d'intelligence artificielle chez Microsoft. Mais là, écoute, c'est une histoire un peu folle. Il y a 500 ou plus de 500 employés d'OpenAI qui menacent de démissionner immédiatement si M. Altman n'est pas remis en position. Et donc là, évidemment, puis ils demandent sur ces faits, eux, de démettre le conseil d'administration. Mais là, écoute, ça semble être une grande guerre qui se joue et je comprends pas, puis j'ai beau avoir J'ai peut-être une solution. Ouais, vas-y. Ben, tu demandes à ChatGPT qu'est-ce qu'il ferait dans pareilles circonstances. J'ai un ami, je vais le nommer, là, Stéphane Guidouin, là, sur Facebook, qui a dit exactement ça. On devrait demander à ChatGPT quoi faire. Quoi faire en pareil cas. Mais écoute, ça semble être vraiment une situation un peu folle. Puis toute cette histoire-là, Mario, c'est un peu en temps réel. Là. Ces gens-là, tu peux te les imaginer, c'est un peu tous des scientifiques fous. Là. Je caricature, mais il y a des décisions qui se prennent puis qui sont envoyées par communiqué de presse à 1h30 du matin. Là. C'est comme, genre, on rembauche le PDG, on le démet. C'est comme un peu 24/7 cette histoire-là. Ouais. Donc, écoute, je sais pas comment ça va se... D'un côté, tu pourrais leur dire, bon là, dormez là-dessus. Demain matin, on verra. Ils ne dorment pas, ces gens-là. Mais je te promets que je vais t'en reparler cette semaine parce que je pense qu'effectivement, il va y avoir un dénouement là, probablement dans les prochains jours. Tu penses qu'il pourrait retourner à... Ben là, comme c'est un peu un genre de c'est vous ou moi là, tu sais, fait que je pense que c'est le PDG, comme je le disais, charismatique, un peu la figure de cette entreprise là qui l'a quand même emmené jusqu'ici versus un conseil d'administration qui l'a accusé dans son énoncé carrément d'avoir dissimulé des choses là. Mais là, quelles choses a-t-il dissimulé? Pourquoi est-ce qu'ils ont senti le besoin de prendre une décision aussi brusque, aussi rapidement? On n'a pas toutes les informations encore, mais c'est sûr que ça va être mais pour Microsoft, c'est-tu perçu comme un bon coup d'aller le chercher? Oui. Ah ben oui, pour Microsoft, c'est un home run, mais en même temps, Microsoft, comme je te dis, qui ont investi dans OpenAI. Ils n'ont pas intérêt que la compagnie, que les employés... Non, puis 500 personnes aillent travailler chez Google puis chez les compétiteurs. Non, donc, je pense qu'ils sont à la fois opportunistes, mais un peu inquiets de que ça vire mal. Là. Ah, tu vois, nos collègues l'ont fait. ChatGPT dit communication transparente. Il est crucial d'établir une communication transparente entre les employés et les parties prenantes. OpenAI devrait envisager de publier une déclaration officielle expliquant les raisons du limogeage de Sam Altman et la position du conseil d'administration. Écoute active. L'entreprise doit écouter attentivement les préoccupations des employés. Non, mais... Ouais. Ben, plus facile à écrire qu'à faire, M. ChatGPT, mais écoute, pas une mauvaise idée. Quand même. Bon. Voilà. Parle-moi de l'effet Pierre-Carl Pellado chez les Alouettes, parce que effectivement, le Pierre-Carl Pellado n'est pas sur le terrain. Danny Maciocia a fait les bons gestes, est allé chercher une coupe de joueurs en défensive. Mais il y a quand même des gens dans le monde des affaires qui disent « Ouais, mais tu sais,
une organisation sportive doit avoir des assises solides à la base. Puis tu construis le sport là-dessus. Parce que les Alouettes avaient plus ça depuis une couple d'années. J'ai pas toutes, encore une fois, les infos internes, mais c'est sûr qu'une organisation, quelle qu'elle soit, puis je pense que dans le milieu du sport notamment, Mario, quand tu sais que ta business va pas bien, c'est pas engageant, c'est pas mobilisant. Ça insécurise tout le monde. Quand tu sais pas si ton salaire va être payé. Puis tout secteur d'activité là, confondu. Et donc, les Alouettes, comme on le sait, depuis des années, ça allait pas bien. Les finances étaient dans un état catastrophique. Mais c'est pas, encore une fois, on niaise. Je pense pas que c'est l'effet PKP, mais ça reste que depuis que Pierre-Carl Péladeau a fait l'achat de l'entreprise, il a dit ce n'est pas un projet économique, c'est un projet de cœur à long terme. Évidemment, ça enlève cette pression-là. Est-ce qu'on peut faire un lien direct entre cette décision-là qui date de l'année dernière, là, essentiellement. Puis, essentiellement de cette année. Oui, c'est ça, exactement. Et la victoire hier des Alouettes, non, c'est sûr que c'est étiré, mais probablement en partie, là. Mais ce que je pense, puis tu sais, on n'a pas eu les informations, puis ceci n'est pas un appel à les obtenir là, d'aucune façon. Il a le droit de garder ça secret, M. Pierre-Carl Péladeau, mais ça reste que je pense qu'il n'avait pas payé très cher parce que l'idée, c'était pas le coût d'achat de l'entreprise, c'était combien étais-tu prêt à essuyer de pertes. C'est ça. Ouais, c'est ça. Année après année, perdre. C'est parce que l'achat d'une entreprise, souvent, ça va être c'est un facteur des profits. Un multiple des profits. Un multiple des profits. Ça, mais une entreprise qui perd de l'argent au rythme où les Alouettes en perdaient, c'est sûr que c'est... je les aurais achetés les Alouettes là, pour une pièce symbolique ou même j'aurais vendu toutes mes affaires. Mais s'ils perdent 5 millions la première année, ça t'aurait dérangé. Ça aurait été plus difficile pour moi de suivre le rythme. Ça t'aurait tanné, là. Ceci dit, peu importe le montant qu'il a payé, tout le monde s'entendait à l'époque pour dire, puis j'ai relu des articles de l'époque qui n'avaient pas payé cher. Est-ce que c'était 1 million ou 5 millions? Mais je compare avec des entreprises comme les Tiger Cats d'Hamilton ou les Ça vaut combien une bonne équipe de la CFL qui va bien, là? Pour monsieur, madame, tout le monde, cher, mais dans l'univers des franchises sportives, ça vaut rien. Là. C'est comme les plus grosses franchises de la CFL valent environ 50 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent, mais compare ça au Canadien de Montréal. C'est 1 milliard et plus. Puis il y avait la liste des équipes sportives de Toronto, mettons les Raptors, les Maple Leafs, puis il n'y avait même pas les Argos. C'est comme trop petit. T'sais. Mais ça pour dire que je pense qu'il a fait un bon placement, en tout cas, monsieur Péladeau, parce qu'évidemment... Ça a pris un petit peu de valeur hier soir. Puis pas juste hier soir, c'est une bonne saison. Donc déjà, ils ont joué plus de matchs. Fait que les droits télé, les ventes de tickets, les petits chapeaux, les petits foulards, évidemment. C'est toujours mieux de se rendre en finale que d'être déclassé, évidemment, puis de gagner en plus. Mais là, c'est pas juste ça. Il va vendre des chandails du numéro 24, Marc-Antoine de quoi? à Pierre, c'est pas le Plamondon. C'est plein de monde, Mais ceci dit, puis c'est surtout une équipe qui gagne, une équipe qu'on pense que les assises financières solides. Il y a comme raison, je pense, pour les Montréalais, en plus de la victoire d'hier, qui est une raison évidente, mais de retomber en amour avec leur équipe, tu comprends? Puis là, comme moi-même, je me dis, je devrais m'acheter une casquette, un foulard, ça me donne envie d'y aller. Puis oui, parce qu'ils gagnent, oui, parce que je pense que c'est une équipe qui va rester longtemps, c'est une équipe... Puis ça, c'est des effets très indirects du fait qu'il y a un nouveau propriétaire, mais en même temps, je pense que c'est des effets aussi quand même assez directs. Fait que j'y lève mon chapeau à notre grand patron, puis félicitations évidemment à toute l'équipe. Quel match qu'on a pu voir hier. Incroyable. Jusqu'à la toute fin, je n'y croyais pas, mais c'est ce qui est particulier au football, c'est que jusqu'à la dernière seconde, tout peut arriver. Merci Francis. T'en prie. Écoutez Francis Gosselin à l'animation du balado. Prends